Mesdames et messieurs, je vous resalue en ce moment particulier où je prends la parole. Je prends la parole avant de la laisser à ceux qui ont des choses à dire, que je veux d'ailleurs saluer. Rebonjour, rebonjour à Renaud et bonjour à Julien qui nous rejoignent. Donc, vous avez devant vous trois économistes euh, qui ont des relations de très longue date euh, et qui ont plaisir régulièrement à se retrouver. Alors, voilà comment nous allons procéder. Hier, j'ai préparé une petite introduction me disant que le titre de cette partie que Caroline a souhaité constituer, enfin, à réaliser, était un titre suffisamment complexe pour mériter qu'on l'examine de plus près avant de se lancer dans les questions. Et donc, vous reconnaissez l'image qui est derrière et qui me paraît assez bien traduire à la fois ce dont nous venons de parler, enfin ce dont Renaud vient de parler, et ce qui nous attend en partie dans la suite. Alors, le premier terme que Caroline a choisi, de la recherche stratégique. Si vous pensiez qu'il s'agit de recherche, je dirais, dans les sciences dures pour préparer la fabrication d'armes, je pense que vous vous tromperiez parce que euh, enfin, le sens que je dirais, académiques qui travaillent sur le sujet, donnons à ce terme, c'est un sens tout à fait différent. Et donc, pour l'éclairer, ce sens qui est le nôtre, je suis passé par cette définition, un petit b donc quand même, donnée par le CNRTL de la stratégie. Pas de la recherche stratégique, mais de la stratégie. Mais vous allez voir, on est en plein dedans. Partie de la science. Partie de la science. Recherche, science. Alors, le CNRTL donne militaire, mais vous pouvez remplacer ça par ce que vous voulez, qui traite de la coordination des forces armées en intégrant les aspects politiques, logistiques et économiques dans la conduite d'une guerre ou dans l'organisation de la défense. Et donc là, le terme, la formule est suffisamment élargie pour concerner la guerre, la conduite de la guerre et la préparation de la guerre ou la préparation à la guerre. L'organisation de la défense, on peut dire que c'est ça, d'une nation, d'une coalition. Donc c'est bien de ça qu'il va s'agir et je l'illustre tout de suite par cette citation de Jean-François Daguzan, qui est là aussi un vieil ami de très longue date. La recherche stratégique en France. Donc, je dirais d'une certaine manière, cet article confirme mon interprétation de cette formule. Et avec cette interprétation triste, la recherche stratégique a longtemps été parent pauvre, alors de l'analyse prospective en général, longtemps méprisée par les sciences sociales. Effectivement, pour être un vieux, un ancien et un vieux de ce domaine d'activité, je sais bien que ce qui est écrit là est vrai, parent pauvre, et parfois méprisé par les collègues. Néanmoins, voici une publication de 2003 qui parle de 30 ans d'enseignement, ce qui veut dire, malgré le mépris, malgré la pauvreté de la parenté, il y a eu des chercheurs et des enseignants-chercheurs essentiellement qui, dans les universités, pendant les 30 ans qui précédaient, ont enseigné, ont fait de la recherche d'abord, et ont enseigné ensuite les questions de défense. Car à l'époque, on ne parlait pas de recherche stratégique, on parlait d'études de défense. Car le terme défense, au moins dans le sens qu'il avait à l'époque, c'est-à-dire de sens global, couvrait bien tous les aspects de la recherche et de l'enseignement qui s'en suivaient.
Alors aujourd'hui, ça existe toujours, et je dirais la jeunesse de mes deux collègues témoigne qu'il y a encore et toujours des gens qui se lancent dans ce genre de recherche, dans ce genre d'études. Et vous avez devant vous un exemple qui ressemble un peu à l'eau précédent parce que c'est 27 ans, c'est pas encore 30, mais c'est déjà 27 ans d'une conférence en économie de la sécurité, si je déforme le texte comme ça. Évidemment, comme dans toute conférence de ce genre, conférence internationale, il y a un appel à contribution. Et alors, ce qui caractérise cette conférence à laquelle Renaud, Julien, moi-même participons de temps en temps, c'est la grande ouverture des sujets. Tout est ouvert. Quand vous répondez à l'appel à contribution, vous avez le choix, en fonction de votre spécialité dans l'étude des problèmes de défense, vous avez toujours un créneau possible. Et si je dis ça, c'est parce que la suivante, c'est exactement le contraire. Voilà, un workshop, comme on dit, comme certains disent, que moi je dirais plutôt un atelier, parce que je souhaite défendre la langue française. La défense, ça commence aussi là. Sur l'économie de la défense dans le cadre de l'OTAN ou de l'OTAN. Et si vous regardez la liste des sujets proposés, qui n'est pas exhaustive, vous voyez qu'on est dans le micro-sujet avec une préoccupation particulière, qui est la préoccupation d'aujourd'hui. Et là, on est vraiment dans le sujet. Il s'agit de fabriquer, de stocker, d'administrer, de déplacer des munitions. Parce que ce qui manque à l'Ukraine aujourd'hui, ce sont des munitions. Et nous seuls, quand je dis nous, c'est très large bien sûr, nous sommes capables de lui en fournir, quitte à aller les acheter ailleurs. Enfin, je n'entre pas dans le détail, mais deux collègues sauront mieux le dire. Mais donc voilà à quoi s'intéresse aujourd'hui l'agence économique qui a choisi de s'intéresser à la défense. À la défense économique, alors la défense économique, ce n'est pas l'économie de la défense, hein. Et je voudrais juste montrer un exemple. Si vous voulez savoir ce qu'est la défense économique concrètement, jour après jour, eh bien, c'est dans le code de la défense que vous le trouverez. Vous avez en bas son URL, avec, bien sûr, l'article 1111.1 qui définit, c'est vraiment le cœur du sujet, la politique de sécurité nationale et la politique de défense. Et le 2 vous donne les conditions dans lesquelles sont mises en œuvre ces deux politiques. Et puis, si je m'en tiens à la politique de défense économique, eh bien, vous l'avez déjà entendu. Je ferai une parenthèse. Avec tout ce que Renaud a dit tout à l'heure, nous sommes dans le bis repetita placent. Enfin, j'espère que ça vous plaira, parce que nous allons bien nous répéter. Et donc, l'État a le droit, a la possibilité, il a le droit de contrôler les activités économiques dans le contexte d'une guerre, disons. Il a le droit de gérer la main-d'œuvre, toute la main-d'œuvre disponible, et de l'affecter là où on en a besoin. Et puis, évidemment, les ministres qui devront se charger de cela, ministre de l'économie, ministre chargé du budget, parce que effectivement, cette économie, il faut l'administrer. C'est vrai pour l'armement, Renaud l'a dit tout à l'heure, mais c'est vrai pour tout. Toute la production doit être contrôlée. Et évidemment, les finances, n'en parlons pas. Et donc, il faut prévoir qu'on ravitaille. Il faut penser, dès le temps de paix, à ravitailler la population. Il faut quand même que les militaires et les civils continuent de vivre malgré la guerre, d'où on va constituer ou permettre, accompagner la constitution de groupements de gestion pour les diverses ressources agricoles, et encore au sein de l'agriculture, plus d'une. Et enfin, tout ça est possible parce que, comme l'a déjà noté Renaud, l'État se donne par la loi, parce que nous sommes quand même dans un État de droit,
l'État se donne la possibilité de réquisitionner les choses, de réquisitionner les gens et de contrôler la production. Voilà, là, si vous voulez, un petit résumé, la défense économique, c'est ça. Et ça a évidemment lieu dès le temps de paix. Et tout ça, donc, dans le cadre d'un fort enjeu de souveraineté, là encore, Renaud en a beaucoup parlé, et dans un contexte de menaces renouvelées. Alors, les menaces renouvelées, nous les vivons, nous assistons en permanence à des faits qui témoignent que nous sommes menacés au jour le jour et plus gravement en perspective. Alors, pour parler de souveraineté, j'ai choisi un biais. Je suis passé par le code pénal. Ça peut surprendre, mais vous allez voir, dans son article 410.1, les intérêts fondamentaux. Pourquoi se bat-on? Pour défendre nos intérêts stratégiques, nos intérêts vitaux, nos intérêts de puissance, nos intérêts fondamentaux. Donc ces intérêts, j'ai raccourci, vous voyez les coupures, hein, de son indépendance. Tout à l'heure, on a parlé d'autonomie, on a parlé d'indépendance, oui, mais bien au-delà, bien sûr, de l'industrie d'armement. Chaque État veut être indépendant, c'est-à-dire avoir la capacité de décider pour lui-même sans interférence des autres. Et donc pour ça, il doit garantir les moyens de sa défense, parce que l'autonomie, l'indépendance, ça se défend. Et pour ça, il a besoin de garantir les éléments essentiels de son potentiel scientifique, base technologique, etc., et économique. Donc, la souveraineté, elle s'exprime là. La souveraineté, ça n'est pas que l'indépendance, mais c'est foncièrement l'indépendance, et ça suppose les moyens de se défendre et les moyens de réunir les ressources nécessaires à la défense. Alors, je vais là aussi répéter, mais cette histoire, on peut la faire recommencer, évidemment. Caroline, tout à l'heure, est allée les chercher très loin, et avec juste raison. Mais moi, c'est à propos du sujet de la souveraineté, je voudrais vous montrer des exemples relativement récents. Voilà un livre qui parlait, après un colloque, la France face aux problèmes d'armement, et surtout 1945-1950. La France est nue en termes d'armement en 1945. Elle dispose de quelques stocks usés parce qu'ils ont fait la guerre, mais elle ne peut plus rien produire, enfin pas immédiatement. Elle doit néanmoins se réarmer pour retrouver son rang et pour retrouver sa sécurité. Et alors le problème, c'est que 1945-1950, c'est aussi la guerre d'Indochine. Et la guerre d'Indochine, on va la conduire, c'est notre guerre, qu'elle soit légitime ou pas, c'est une guerre coloniale, nous allons la conduire grâce au soutien des Britanniques et des Américains qui nous fournissent les matériels nécessaires. Au compte-gouttes, mais ils nous les donnent. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, la France n'est pas un État souverain. Il ne peut se défendre ou défendre ses intérêts que parce que des amis lui en apportent les moyens. Et ça, c'est difficile. Alors à l'époque, la 4e République n'avait pas le choix, mais c'est quelque chose qui est difficile à supporter. Là, nous sommes passés dans la 5e, évidemment, vous le savez sans doute, les choses ont beaucoup changé, mais malheureusement, Renaud y a beaucoup insisté tout à l'heure, ça n'est pas par Charles de Gaulle que ça commence, même s'il savait où il voulait aller, ça commence par Guy Mollet. Alors, par Guy Mollet et Anthony Eden. Effectivement, la France et la Grande-Bretagne ont été humiliées. Alors qu'elles avaient battu l'armée égyptienne et s'étaient installées sur le canal de Suez, on leur a botté le cul pour qu'elles sortent de là et qu'elles laissent la place à une force des Nations Unies. C'était, on va dire, c'est normal, l'Union soviétique qui a menacé, vous pouvez retrouver en ligne les lettres écrites par Bulganin à Eden
et à Mollet en leur disant « Mais que feriez-vous si je vous menaçais de vous détruire par des armes nucléaires ?» Qu'ils ne pouvaient pas faire d'ailleurs à l'époque, mais ça on ne le savait pas nécessairement. Donc là, on va dire, on est dans le normal. Les amis de Gamal Abdel Nasser, enfin, l'ami de Gamal Abdel Nasser menace les ennemis de Gamal Abdel Nasser de représailles pour qu'ils retirent leurs troupes. Mais celui qu'on n'attendait pas, c'était Eisenhower, qui non seulement, qui a complètement coupé tout soutien de la guerre. Alors, tout à l'heure, Renaud parlait des munitions, mais les pneus des avions américains utilisés par les forces françaises ne sont plus arrivés. On a prétexté des grèves, des problèmes d'approvisionnement. Les avions ne pouvaient plus décoller parce qu'ils n'avaient plus les pneus en bon état. Donc, et on nous a intimé, enfin, on a intimé à la France et à la Grande-Bretagne de sortir de là. Alors, justement, ce qu'il faut en retirer, c'est deux attitudes différentes. Les Britanniques, tirant les conséquences de ce qui s'était passé, se sont dit qu'ils seraient, face au chantage nucléaire de Bulganin et de Khrouchtchev, ils devaient se trouver un parrain. Et ils ont choisi, il n'y en avait pas beaucoup, des parrains, les États-Unis. Le résultat, c'est que la force nucléaire britannique est une co-force, si je peux dire, avec deux clés, une clé britannique et une clé américaine. On ne peut pas parler véritablement de souveraineté dans un cas comme celui-ci. Guy Mollet, quoi qu'on passe de Guy Mollet, je souhaite insister là-dessus, Guy Mollet a choisi le cheminement inverse. Il a décidé effectivement de relancer, d'accélérer la recherche nucléaire à vocation militaire, parce qu'il a dit à un moment « Ah, si j'avais eu la bombe atomique, ah, si j'avais eu la bombe atomique, j'aurais résisté au chantage. » Donc, il a relancé cela et il a lancé le mouvement vers une industrie nationale d'armement. Bien entendu, Charles de Gaulle a fait, largement accéléré et amplifié cet effort pour que la France, effectivement, puisse se dire « Allez, permettez-moi, comme Cambronne, merde, je le ferai parce que j'ai décidé de le faire. » C'est ça, la souveraineté, c'est ça, l'autonomie. Autre exemple, 1999, nous bombardons Belgrade. Nous bombardons le Kosovo, nous bombardons la Serbie, le Monténégro, tous ensemble. Vous voyez la longue liste. La France prend une dizaine de pourcents de l'effort, et puis un jour, les aviateurs se rendent compte qu'ils n'ont plus de bombes. C'est aussi bête que ça, ils n'ont plus de bombes. Eh bien, ces bombes-là, on les achète aux Américains. On achète un stock de bombes aux Américains pour pouvoir continuer à faire notre devoir au sein de l'OTAN en bombardant les forces serbes au Kosovo et ailleurs. Où est la souveraineté? Heureusement qu'on était là, pour le coup, on était dans le même bateau, mais eussions-nous été seuls, nous aurions arrêté de nous battre, de bombarder. Et puis il y a l'Ukraine, et donc les besoins, nous avons choisi le camp de l'Ukraine, et donc ça veut dire prendre responsabilité et offrir des moyens à l'Ukraine. Et donc vous avez, et j'en terminerai par là, cette fameuse phrase qui a fait Florès, bien entendu, lors de l'inauguration du salon Eurosatori en 2022. Je le disais en commençant mon propos, nous entrons dans une économie de guerre. Nous sommes partis avec l'économie, les économistes et la guerre, et maintenant nous réunissons les économistes et la guerre, économie de guerre, ce qui est un changement pour beaucoup d'entre nous, soyons lucides. Et donc nous allons démarrer la suite de cette séquence avec ce terme, pas sans que je vous ai montré qu'à Montpellier, on sait être précurseur, puisque voici un ouvrage qui était lui aussi conséquence d'un colloque, 1988 quand même, par Jules Morin, que peut-être certains d'entre vous ont connu,
et moi-même, nous avions organisé et produit ces actes sur l'économie de guerre. Et donc, nous allons parler d'économie de guerre, et puisque Renaud a été quelque peu privé de parler, je lui donne la parole tout de suite pour qu'il nous dise comment il voit ce concept d'économie de guerre. À vous, Renaud. Merci Jacques. Donc, dans l'économie de guerre, c'est un terme qui a été repris par le président de la République en juin 2022 au salon Eurosatory et qui a suscité beaucoup de questionnements, d'émoi et de questions. Et en fait, on se rend compte que l'économie de guerre, c'est une chose très précise, même si c'est pas bien défini. C'est plutôt un constat historique. C'est le fait d'avoir mobilisé en fait des ressources importantes de l'économie au service des armées. Pourquoi? Parce que comme pour l'armement, on a un système de planification. En fait, lorsqu'on passe en économie de guerre, on change d'échelle. Aujourd'hui, le président parle d'économie de guerre alors qu'on va arriver à peu près à 2% du PIB consacré à la défense, ce qui paraît bien peu à la Première Guerre mondiale, où on était à peu près au quart du PIB qui était consacré par la France à sa défense, ou encore aux États-Unis qui, dans les années 1943-44, dépensaient plus de 40% de son PIB pour l'effort de défense. Donc on n'est pas en économie de guerre au sens où l'État prend la main sur les ressources économiques pour organiser l'approvisionnement, le soutien des forces armées sur les théâtres d'opération. Pourquoi l'État le fait? Parce qu'en fait, on arrive à un tel niveau de processage des ressources qu'il faut pouvoir la planifier, organiser la logistique, organiser la production et s'assurer qu'on sera capable de livrer en temps matériel, notamment les munitions, comme vous l'évoquiez, Jacques, aux troupes sur le terrain. Et donc ça suppose un changement. On passe d'une économie de marché à une économie quasi planifiée. Et d'ailleurs, historiquement, c'est pour ça que le Pentagone, en tant que bâtiment et organisation, a été créé. C'était pour gérer l'effort de guerre. Donc, c'était 200 000 personnes consacrées uniquement à l'aspect d'organisation pour réduire, en fait, les risques de dysfonctionnement des chaînes d'approvisionnement. Donc, en fait, l'économie de guerre, c'est vraiment une rupture. D'ailleurs, John Robinson le dit, hein, quand on passe en économie de guerre, on change de paramètres. Les ressources sont consacrées à l'effort de guerre. Elles sont prioritisées sur les questions de défense. Et on a des phénomènes économiques particuliers où on a un effet d'éviction sur la consommation privée, puisqu'en fait les ressources sont prioritaires en fait aux besoins des armées. On a des phénomènes d'inflation particulière aussi parce qu'en fait l'État est en concurrence avec les acteurs privés pour avoir les ressources. Donc on est dans une autre économie. C'est pas l'économie planifiée au sens soviétique. Ce n'est pas une économie de marché standard, quelque chose d'intermédiaire. Et donc aujourd'hui en France, on n'est pas vraiment en économie de guerre. On est plutôt dans une économie de préparation à un risque de guerre, ce qui est un peu différent, mais on peut retrouver ici le côté parfois emphatique du président de la République dans sa façon de dramatiser. On pourrait entendre parfois Sarah Bernard s'exprimant sur du Edmond de Rostand. Donc ici, en fait, le président a certainement voulu mettre la barre très haut pour expliquer en fait qu'on était à un changement d'époque, un Zeitenwende, comme dirait Olaf Scholz, et qu'il fallait changer le logiciel de fonctionnement des acteurs de l'économie et de l'État. Mais il a, en quelque sorte, un peu dévoyé le terme, même si on peut comprendre la raison pour laquelle il a pu le faire. Mais, alors, oui, je voudrais quand même faire une petite précision. Quand on parle d'économie de guerre, on parle évidemment, vous parlez de la Seconde Guerre mondiale, mais la France a été mise officiellement en économie de guerre pendant la première. Mais je pourrais vous renvoyer, alors je le dis à tout le monde, trouver le décret Barère en ligne, vous le trouverez sans difficulté. C'était en 13, j'allais dire, en 93, où on a pris un décret pour mettre la France en économie de guerre. Donc, effectivement, cette administration collective, enfin, étatique et collective de la nation en temps de guerre, ça ne date même pas de la Première Guerre mondiale, c'est antérieur. Bien, je vous ai coupé la parole, je continue si vous permettez. Et donc, on va demander à Julien ce qu'il en pense. Bonjour à toutes et tous, merci pour l'invitation. Je suis ravi d'être là parce que
c'est important de pouvoir partager un certain nombre de savoirs et en plus en tant qu'ancien lycéen montpelliérain, je n'étais pas au lycée Georges, j'étais au lycée Clémenceau, mais en tant que lycéen montpelliérain, enfin ancien élève d'un lycée montpelliérain, je suis particulièrement sensible à cette œuvre voilà, cette idée. Alors moi j'aimerais juste vous partager un document si ça fonctionne, mais si ça fonctionne pas, c'est pas très très grave. Je sais si je fais fonctionner le micro. Euh, la problématique ici qui me paraît intéressante, c'est vraiment sous l'angle économique, en lien avec ce qui a été évoqué par Renaud et ce que vous avez dit Jacques en introduction, c'est la problématique des moyens. Qu'est-ce que c'est l'économie de guerre? C'est des moyens importants. Vous avez parlé de la Première Guerre mondiale. La France a dépensé au pic en 1917-1918 50% du PIB dans la défense. Renaud l'a rappelé, aujourd'hui on est à 2%. Et en fait, ce qui me paraît important ici de voir, c'est plutôt l'enjeu autour des problématiques de moyens dans une perspective un peu longue au niveau mondial et au niveau européen. En fait, ce qu'on constate, c'est qu'en Europe, hormis la période depuis 2022, c'est post-guerre froide la région du monde où les budgets augmentent le moins vite. Et on a une dynamique budgétaire qui est très claire au niveau mondial. C'est une augmentation tendancielle post-guerre froide, avec une cyclicité malgré tout. Des pays qui augmentent beaucoup leur budget, je pense à la Chine qui depuis une trentaine d'années a fait x10 sur son budget, tout en restant à un pourcentage du PIB inférieur à 2%. Donc la Chine profite de son développement économique pour se moderniser sous l'angle de la défense et aujourd'hui apparaît comme un compétiteur majeur, en particulier vu les Américains. Et les Européens, en fait, historiquement, ils sont un peu à la traîne par rapport à ça. Globalement, il y a une forme de dépendance, ça a été dit aussi, au cycle économique et en particulier les contraintes budgétaires qui apparaissent extrêmement fortes dans les pays européens, beaucoup plus que dans un certain nombre de pays. Je pense évidemment à la Chine, aux États-Unis, etc. Et là, clairement, en fait, on voit l'effet des politiques d'austérité. Pour vous donner un petit exemple au niveau européen, entre 2009 et 2014, qui est le point bas, les Européens, donc l'Union européenne, a perdu 12% de son budget. C'est comme si en 5 ans, on avait annihilé les dépenses d'un pays comme l'Italie, qui représente à peu près 12% des dépenses européennes. Donc ça a des effets, l'austérité. Alors depuis 2014, ça réaugmente. Pour vous donner un ordre de grandeur, en Europe, on est à plus 50% depuis 2014, avec des augmentations qui sont très différenciées en fonction de si on est à l'est ou à l'ouest de l'Europe. Si on est à l'est de l'Europe, ça augmente très vite. Évidemment, la menace russe depuis 2014 apparaît comme beaucoup plus forte qu'elle ne l'a pu l'être par le passé. Quand on est à l'ouest, bah forcément, plus on s'éloigne de Moscou, moins on est sensible à la menace russe. En tout cas, on est moins. Non pas qu'elle n'existe pas, mais clairement, c'est moins prégnant. Et donc, en fait, ce qu'on constate, c'est que la France, dans ce panorama, depuis 2014, c'est un peu le mauvais élève de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'avec l'Irlande, mais l'Irlande étant une île et un pays neutre en plus de ça, ce qui pose un certain nombre de problématiques très différentes, la France, c'est le pays où les dépenses sont les moins augmentées au sein de l'Union européenne. Les Britanniques sont dans un ordre de grandeur à peu près similaire, mais comme tout le monde le sait, a quitté l'Union européenne récemment. Donc en fait, il y a des pays qui ont fait énormément d'efforts. La France n'en a pas fait en termes de relatifs. On fait plus 10% depuis 2014. Vous prenez la Lituanie, qui est le pays qui a fait le plus d'efforts. Ils ont multiplié par plus de 3 leurs dépenses militaires depuis 2014. Donc on est dans des situations où on voit bien ici que, en fait, en fonction de l'intensité des menaces, et en particulier ici, vu des pays européens de la menace russe, on va avoir une différence assez marquée dans les dynamiques budgétaires sans tomber dans cette logique d'économie de guerre qui vient d'être rappelée par Jacques et Renaud. Alors, ce que vous venez de dire, Julien,
me fait penser à une vieille question que se posent les économistes. La défense est-elle un bien collectif? Et nous le savons, ça n'est pas tout à fait vrai, dans la mesure où effectivement, plus près on est de l'ennemi et plus on est sensible au risque de ne pas être soutenu par les autres. Faut-il mourir pour Kiev? C'est une question que tout le monde ne résout pas de la même manière. Alors, puisque nous parlons de mettre le pays en état de faire face à la guerre, je suppose que, d'ailleurs vous venez un peu de l'indiquer, c'est quelque chose qui n'est pas si simple. Nous avons connu les délices de la paix, si je puis dire, les délices de Capoue dans les années 90. Aujourd'hui, il s'agirait de réarmer, selon une terminologie consacrée maintenant, de réarmer. Est-ce qu'on peut comme ça dire on y va? Ou est-ce que c'est plus compliqué? Renaud? Je récupère mon micro. Donc, en fait, réarmer, c'est un processus qui prend du temps parce que, comme je l'ai évoqué, on est face à des chaînes de valeur complexes. Donc ici, en fait, il faut garder en tête que, comme dans les systèmes complexes civils, la montée en puissance prend du temps. Le problème, c'est que dans les productions civiles, on a des très gros volumes. Donc, de faibles variations sont faciles à absorber. Quand vous produisez des millions, des dizaines de millions de voitures par an, c'est facile d'augmenter un petit peu la production. Mais dès qu'on veut changer d'échelle véritablement, de manière relative, eh bien, on se rend compte que ça prend du temps et ça se programme sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc, quand j'étais chez Airbus, on a voulu augmenter la production de 10% d'A 320. Ça a pris 18 mois. 18 mois d'organisation pour que chacun des acteurs de la chaîne de valeur puisse se préparer, investir, former des personnels et augmenter les cadences de production. Parce que bien sûr, si vous n'avez pas certains composants, vous ne pourrez pas faire le produit fini. Et il faut garder en tête que c'est plus compliqué dans l'armement parce que, en fait, on a des volumes artisanaux de production. Quand on produit 11 rafales par an à une époque, une dizaine de César, de dizaines d'artillerie César ou quelques milliers d'obus par an, passer à des millions est un problème. Donc ici, ça suppose une anticipation pour investir au bon niveau, mais aussi réapprendre à changer de rythme. Pourquoi? Parce que historiquement, à partir des années 90, les dépenses militaires et notamment d'armement ont beaucoup baissé. Et donc, en France en particulier, pour préserver en fait les compétences, à étaler les productions. Bien sûr, Dassault pourrait produire 10 avions par an, par mois, ils seraient très contents. Mais on leur a dit, vu le volume que l'on peut en produire et vu le maintien des compétences que l'on veut avoir, il faut raison dans le temps. Et donc, on a ralenti. On est passé en hibernation pratiquement, si on peut dire. Et comme la marmotte sort de son trou, eh bien, il faut relancer les métabolismes. Ça prend du temps. On est capable de le faire à court terme des moyens dont on dispose. Et on voit aujourd'hui que Dassault est capable de passer à 3 avions par mois. Mais par contre, s'il s'agissait de passer à 10 avions, eh bien, il faudrait investir et supposer investissement. Donc, il y a une réactivité qui est possible. Quand on voit l'évolution de la production de missiles ou de systèmes César ou d'obus, on se rend compte qu'on a pu accélérer. Ça a pris un certain temps. Ça a pris peut-être un an, en fait, véritablement. Mais aujourd'hui, on veut aller plus loin. Il faut anticiper les investissements et les recrutements. Julien, qu'est-ce que vous aviez à dire sur les chaînes de valeur de production de défense? Alors, ça me permet de. Donc, j'ai réussi à charger mon diaporama. Et sur cette diapo, en fait, est représenté le diaporama que je mettrai à disposition, évidemment, de l'auditoire. En fait, vous avez ici une illustration qui est un très beau document pédagogique de Dessine-moi l'écho, qui est une super source pour l'enseignement. Et en fait, vous avez ici, finalement, cette idée de qu'est-ce que c'est un peu le modèle d'affaires de l'industrie française, donc la fameuse BITD dont Renaud vous a parlé tout à l'heure. Et en fait, ce qui est extrêmement intéressant, c'est donc déjà on est dans une logique, c'est l'État qui commande, c'est l'État qui achète, et avec une focalisation sur le produit fini. C'est-à-dire que en fait, ce qui importe, c'est d'avoir des compétences sur la fabrication d'un avion de combat, d'un canon, d'un sous-marin, d'une frégate, que sais-je.
Et donc, il y a vraiment ici un besoin de compétences industrielles sur la production du bien final. Et en fait, on voit ici en cascade la problématique qui va se poser, c'est une problématique éventuellement de dépendance, non pas sur le produit fini, même si vous avez rappelé, Jacques, dans l'introduction, fonction de, quand on n'a plus de munitions ou n'a plus de missiles, il faut peut-être aller sourcer à l'étranger. En fait, on va retrouver ces problématiques-là plutôt sur l'amont de la production. Et c'est évidemment un travail de cartographie qui est important de faire dès le début. Pourquoi? Parce qu'en fait, en France, on a très peu de ressources naturelles. Donc, en fait, à un moment donné, il faut sourcer un certain nombre d'éléments dont les sols français ne disposent pas. Ensuite, il faut aussi sourcer de manière un peu intermédiaire des composants. On peut penser aux microprocesseurs qui, même s'il y a des compétences en France avec certains industriels, ST Microelectronics notamment, mais en fait, on voit qu'on n'est pas compétitif par rapport aux industriels taïwanais, coréens, américains, voire même chinois. Et donc, en fait, là, il y a aussi un travail d'identification à ce niveau-là des composants qu'on est obligé d'acheter de l'étranger. Et donc, en fait, la notion de dépendance, à mon avis, elle est extrêmement intéressante à creuser de ce point de vue-là, parce que, effectivement, sur quasiment l'ensemble du spectre des équipements en France, le produit final est fait par un industriel français ou européen, mais pour lequel la France a une position centrale, Airbus, MBDA notamment. Mais en fait, quand on remonte sur la chaîne de valeur, en fait, il est possible que on retrouve une dépendance à l'extérieur qui est plus ou moins forte en fonction des compétences industrielles françaises. Et puis, il y a une deuxième type de dépendance dont Renaud a un tout petit peu parlé aussi. C'est en fait la logique ici qui est extrêmement pertinente en tant qu'économiste, c'est la logique de taille de marché. Renaud a évoqué le fait qu'il y avait une question d'allonger les séries. Une alternative, c'est d'exporter, mais ça pose le risque en fait d'être dépendant sur la taille du marché, considérant que le marché national le français est étroit. Et donc, c'est la partie droite, en fait, du schéma. Il faut exporter vers des pays avec lesquels on peut espérer qu'on partage un certain nombre de choses. Et évidemment, dans un contexte où le principe général est un principe de prohibition. Il est interdit d'exporter sauf autorisation. Une autorisation qui est décernée par un service qui est rattaché auprès du Premier ministre, la SIEMG, de son petit nom, et qui conduit, en fait, ici, sous cette optique industrielle, d'accroître la taille de marché. Et donc, en fait, Renaud l'a présenté, mais on l'a refait aussi avec mon collègue Jocelyn Droff. En fait, en moyenne, on est à peu près sur un chiffre d'affaires lié aux exportations qui est de l'ordre de 25%, tout type d'industriel, et au niveau agrégé dans l'industrie de défense. Évidemment, ça peut varier en fonction des industriels, des marchés et des années. Merci. Alors, je dirais pour rebondir sur vos deux interventions, il y a une question qui a déjà été abordée tout à l'heure, qui a été remise à l'ordre du jour par effectivement Monsieur Lecornu, c'était le 26 mars dernier, et dans une conférence de presse, donc il fallait que ce soit public. Il a dit qu'il envisageait sérieusement, j'ouvre les guillemets, sérieusement d'adresser des réquisitions aux industriels du secteur de l'armement afin d'accélérer la production d'un certain nombre d'équipements jugés cruciaux. Est-ce que ça vous paraît être de l'agitation médiatique ou est-ce que ça aura concrètement du sens dans les semaines, mois qui viennent? Renaud, vous commencez? Non. Merci Jacques. Donc ici, on a une évolution qui est juridique, qui est de comportement aussi. En fait, les réquisitions sont possibles historiquement depuis la Première Guerre mondiale. Hein, il y a un corpus juridique qui s'est mis en place, mais en fait, la loi de programmation, outre le fait de fixer des objectifs budgétaires pour les dépenses militaires, est aussi un instrument pour rénover la régulation, notamment des statuts des militaires, mais aussi des relations avec l'industrie. Et les articles 47, 49 et 51 de la LPM
pose un nouveau cadre de régulation pour l'industrie, dont les possibilités de réquisition. Il ne se limite pas aux industries de défense. Ici, l'idée est de dire, s'il y a un enjeu de sécurité nationale, on peut le marché, on ne peut pas laisser les entreprises décider de choisir leurs clients, et donc on peut leur imposer. Ces réquisitions, elles ne concernent pas forcément les maîtres d'œuvre industriels, parce que ceux-là, en fait, sont très dépendants en fait des marchés de défense, mais ça concerne plutôt leurs fournisseurs civils, qui eux, finalement, ont des clients plus intéressants ailleurs. Prenez par exemple, vous faites des microprocesseurs. En Europe, on fait des microprocesseurs, certains types de microprocesseurs en Europe qui servent essentiellement à l'automobile, mais qui sont nécessaires aussi pour la défense. Vous imaginez bien que la petite centaine de microprocesseurs pour faire 2-3 équipements militaires, ça n'intéresse pas un industriel qui va fournir des millions de microprocesseurs pour l'automobile. Donc, qu'est-ce qu'il va vous dire si vous le laissez faire, si vous laissez faire le marché? Eh bien, il va vous dire, monsieur l'industriel de défense, votre commande, je vais la placer quand l'automobile ne fonctionnera pas. Donc, vous avez une petite fenêtre de tir au mois d'août, où il y avait 15 jours où je pourrais peut-être vous produire une petite série pour vous spécifiquement. Par contre, le reste du temps, vous n'allez pas m'embêter avec votre commande. Et que dit le ministre? Il dit, c'est ça. Je vais lui expliquer que c'est un enjeu de sécurité nationale et je vais lui imposer de livrer l'industrie de défense. Donc, les propos du ministre portent essentiellement sur les goulots d'étranglement que sont les fournisseurs d'équipements génériques, en fait. Oui. Et Julien, qu'est-ce que vous auriez à nous dire là-dessus? Juste très rapidement pour compléter le propos de Renaud. En fait, il y a une question fondamentale qui est posée par les propos du ministre, mais plus globalement par les débats qui ont été posés dans le cadre de la loi de programmation militaire. Le point de vue du ministère, de la Direction générale de l'armement, c'est de dire la loi de programmation militaire vous fournit un socle avec de la visibilité. Et donc, charge à vous maintenant de répondre aux commandes qui vous sont adressées. Sauf qu'en fait, ces commandes sont d'une certaine manière quasiment inchangées en fait par rapport à ce qui avait été prévu dans les normes de trajectoire de la loi de programmation précédente. Donc, il y a assez peu de commandes additionnelles en dehors de quelques domaines très spécifiques dans des filières munitions, missiles notamment. Il y a des domaines où en fait il y en a même eu moins. Dans l'armement terrestre, on leur a demandé de viser plus bas. Dans l'aviation de combat, on devait passer au modèle tout Rafale en 2030. Finalement, ce sera plutôt 2035. Donc en fait, toujours pareil, on va allonger les délais de production et les commandes. Et en fait, ça va poser un certain nombre En fait, il y a vraiment un débat ici qui est assez intéressant à regarder. C'est en gros, le ministère voudrait que les industriels aillent plus vite, mais les industriels ne voient pas de transformation de leur modèle d'affaires de manière fondamentale. Et la LPM ici garantit un socle, mais ne rajoute pas de commandes supplémentaires. Et donc, si jamais on va aller plus vite, comme c'est réclamé par le ministre, en fait, il y a des coûts qui vont être supportés. La question, c'est évidemment qui va supporter les coûts. Ce qu'on comprend, c'est que le ministère ne veut pas les supporter et les industriels disent oui, mais il s'avère que notre modèle d'affaires est inchangé. Or, vous nous demandez de faire des stocks, vous nous demandez de faire de l'anticipation sur les commandes. Donc, forcément, ça aura des conséquences sur notre profitabilité, notre rentabilité, notre capacité à être performant. Évidemment d'un point de vue économique, mais aussi d'un point de vue pratique. Et donc, il y a une vraie question ici qui n'est, à mon avis, n'est pas répondue dans le cadre de cette loi de programmation militaire, qui est vraiment la répartition, la question du partage du risque. Qui est prêt à payer pour assumer cette réactivité dont le ministre appelle de ses voeux. Et on voit bien ici que aujourd'hui, la réponse n'est pas claire du tout. Alors justement, ça me renvoie à un autre point qui peut apparaître comme marginal, mais qui peut intéresser tout un chacun. C'est le problème du financement des entreprises qui travaillent pour le secteur de l'armement. Et je voudrais citer une anecdote. J'ai assisté à l'Assemblée générale d'une institution financière mutualiste locale il y a quelques jours de ça. Et quelqu'un a posé une question aux responsables sur la proposition de loi Alizard qui a été donc faite au Sénat, qui permettrait, dont
le vote permettrait d'utiliser une partie des dépôts du livret A pour financer les PME du secteur de l'armement. Alors, le cadre qui était questionné était très hésitant. Il a fini par répondre qu'il comprendrait que des épargnants répugnent à déposer s'ils savaient que leur épargne va servir à financer des armements. Et alors, ça m'envoie à une autre question que le ministère des Armées met en avant fréquemment, c'est qu'il n'y a pas de défense possible s'il n'y a pas d'adhésion de la nation à cette politique. Et donc, là, on le voit par le petit bout de la lorgnette, question de financement un peu forcé, entre guillemets, mais c'est évidemment beaucoup plus large que ça. Qu'en pensez-vous tous les deux? Renaud? Oui, je ne savais pas à qui vous étiez le premier. Donc ici, c'est une réponse politique à un problème qui peut être perceptible. Le problème, il n'est pas tellement une question de ressources, c'est une question d'allocation de la ressource. Aujourd'hui, les banques sont soumises, les fonds de placement sont soumis à des régulations ESG, donc environnement, social et gouvernance. Et dans ces réglementations, en fait, les activités de défense peuvent poser des problèmes, pas tellement sur l'environnement, parce qu'on n'est pas très pollueur, pas tellement sur le social, parce qu'on ne maltraite pas nos salariés, mais surtout de la gouvernance, parce que les marchés d'armement sont des marchés plus difficiles à comprendre, plus complexes à suivre aussi, parce que en fait, tout est interdit sauf ce qui est autorisé. Donc, ça veut dire ici que les entreprises ont une capacité à maîtriser leur marché qui est beaucoup moins grande que dans les secteurs civils. En tout cas, n'ont pas les mêmes leviers. Et donc, les entreprises, les sociétés financières sont pas très intéressées pour faire l'effort de comprendre le secteur et préfèrent exclure d'emblée l'activité, le mot armement ou défense, comme étant un no-go, comme on dit en bon français. Donc ici, une impossibilité de répondre aux critères ESG, et donc une exclusion de facto. Et donc, un problème parce que il y a des grandes entreprises n'ont pas des problèmes de financement. Quand on voit MBDA, Airbus ou d'autres, les banques vont vouloir accompagner des contrats qui se chiffrent en centaines de millions, voire en milliards d'euros. Par contre, la PME du coin qui va aller en disant voilà, je fais un bout d'aileron pour un missile, on va lui expliquer ah, missile égale armement, donc égale pas bien. Donc, refus automatique. Et donc ici, c'est bien les PME qui ont un problème parce qu'elles vont se retrouver en fait face à un problème d'obtention de financement, de prêt. Et donc, récupérer l'épargne, c'est une stratégie politique, mais qui finalement répond que très peu vraiment au problème parce que par définition, les dossiers seront toujours problématiques parce qu'il faudra toujours les évaluer, parce qu'il faudra une notation ESG et que la notation d'un dossier impacte sur la notation d'une société financière ou d'une banque. Donc au final, en fait, c'est à moins d'imposer, comme vous le disiez Jacques, de l'épargne forcée dirigée sur ces financements et d'imposer aux banques de prêter une notation ESG, mais je vois pas comment on pourra le faire légalement. On voit bien ici qu'on a un petit souci quand même, et on a un souci aussi, c'est que pourquoi alors les banques ne veulent pas le faire? C'est parce qu'en fait, on est un marché de niche. Le coût de transaction pour pouvoir comprendre les dossiers dans la défense est trop élevé par rapport au volume d'affaires et aux marges qui sont associées. Quand vous avez moins de 1% du PIB qui est consacré à l'armement et certainement peut-être 0,1% de cet chiffre d'affaires qui nécessiterait des financements, ça n'intéresse pas les banques. Et le coût de transaction est le même que pour un secteur qui est beaucoup plus grand. Très bien. Nous sommes un peu contraints par le temps. Julien, vous nous rejoignez sur ce sujet rapidement, s'il vous plaît. Juste en un mot, parce que Renaud a dit beaucoup de choses. En fait, il y a effectivement pas tant un problème de financement. Enfin, l'épargne est disponible. Le taux d'épargne n'a jamais été aussi élevé en France, post-Covid, etc. Donc en fait, c'est pas tant un problème d'épargne qu'un problème d'allocation de l'épargne. Et donc, ce que cela pose, c'est vraiment un problème c'est un problème bancaire. En fait, les banques doivent résoudre un problème lié à leur fonction d'intermédiation, c'est-à-dire allouer l'épargne vers des projets d'investissement. Or, le secteur de la défense est particulièrement mal connu. Donc, la proposition qui est faite, c'est une proposition qui alloue l'épargne, mais qui ne répond en rien aux problématiques d'intermédiation.
deux réflexions subsidiaires. Une possibilité, ce serait éventuellement de créer une banque spécifique pour les problématiques de défense. Sauf que là, en fait, ça voudrait dire des tout petites banques avec ce que ça peut impliquer en termes de partage du risque, etc. Donc clairement, ça me paraît pas être une solution envisageable. Il y a une autre possibilité qui, en fonction des domaines, pourrait être intéressante. C'est quelque chose qu'on retrouve en France et qu'on connaît moins, qu'on retrouve aux États-Unis mais qu'on connaît moins en France, c'est les logiques de capital risque. En France, on a une faible part de capital risque qui ne profite pas à tout un écosystème d'entreprises qui pourraient être particulièrement innovantes. Et ça pose des problèmes de financement plus spécifiques vis-à-vis d'entreprises dont le taux d'échec pourrait être potentiellement important, mais qui pourraient développer des technologies particulièrement innovantes. Et donc là, par contre, me semble-t-il, il y a une piste à creuser pour stimuler le financement vers des catégories de firmes qui je vous remercie, Julien, excusez-moi, je dois vous interrompre parce qu'il nous reste très peu de temps et je voudrais quand même que la salle qui a peut-être des questions à vous poser, pas à moi, mais à eux. Donc, mesdames, messieurs, si vous avez des questions à leur poser, c'est le moment. Encore une fois, peu de temps, mais utilisons-le efficacement. Madame. Donc, ma question porte sur le financement donc de la défense, des équipements nécessaires. Quel est le point de vue du Parlement, donc de nos élus, donc de la nation française, sur la question du financement ? Il a voté, le Parlement, déjà. 413 milliards. Messieurs, lequel veut répondre ? Renaud, vous voulez... Non. Donc, Jacques, tu as souligné, on a une enveloppe budgétaire qui correspond là au financement des programmes d'armement et pas au financement des entreprises d'armement. Donc ici, en fait, il y a des financements d'entreprises pour des projets, par exemple, mais assez peu pour les capitaux propres. Il y a des fonds d'Finvest, par exemple, qui ont été créés plutôt pour des startups, des innovations, notamment par une prise de contrôle étrangère. Mais ça reste des fonds limités. On a 100 millions d'euros, donc c'est un peu limité. Non, mais ça, c'est une autre question. Renaud, non, si j'ai bien compris la question, il s'agissait du financement de l'ensemble de l'activité militaire. Donc, nous sommes dans les 413 milliards de la loi de programmation militaire. L'intervention du Parlement, oui, c'est ça. En fait, ce que Julien disait, en fait, c'est que, en fait, les 413 millions, c'est un réarmement, mais pas une course aux armes, si on peut distinguer les deux. C'est qu'en fait, on va augmenter de 50%, comme le dit le ministre. Le Parlement a voté la proposition du gouvernement. Et dans ce financement, en fait, il s'agit de rééquiper les armées par rapport à un déficit d'investissement et non pas de préparer un risque de conflit. Donc, en fait, on a fixé en 2017 un modèle d'armée 2030. Et comme l'a souligné Julien, en fait, aujourd'hui, faute de ressources budgétaires, parce que là, on a fait le maximum de ce que pouvait faire l'État compte tenu des contraintes de déficit et de dette publique. Donc, on a maximisé par rapport à une contrainte. Et aujourd'hui, on va arriver à peu près à 68 milliards pour la mission défense en 2030. Mais ce n'est pas suffisant pour couvrir l'ensemble des besoins du modèle armé qui a été reporté en 2035. Je vous interromps. Je rends la parole à la salle. Est-ce qu'il y a une autre question ? Attendez, pardon. Ah, non. Allez-y, vite. Merci beaucoup. Oui, alors j'aurais en fait deux questions qui sont en rapport avec le coût des systèmes d'armement les plus récents. La première, c'est de savoir finalement si la comparaison avec des économies de guerre telles qu'on a pu les connaître durant les deux premiers conflits mondiaux reste pertinente avec des systèmes d'armement précisément plus complexes, plus perfectionnés et donc beaucoup plus onéreux. Autrement dit, est-ce qu'on peut envisager de mener une guerre en employant massivement ce type de système? Et d'autre part, et c'est lié, on a parlé tout à l'heure des missiles Aster, dont le coût a un petit peu défrayé la chronique. On a vu également que dans le conflit russo-ukrainien, la Russie semblait, rechigner à utiliser ces systèmes les plus modernes. Donc l'autre question, ça serait
de savoir si au fond, ces systèmes d'armes très modernes ne finiraient pas par devenir une forme de dissuasion conventionnelle, je dirais, des systèmes d'armes destinés à impressionner, à montrer les capacités techniques, et si la guerre, elle, ne se mènerait pas finalement avec des obus, tout simplement, tels que ceux qu'on fabrique pour le canon César. Julien? Merci. Merci pour la question qui est intéressante parce qu'en fait, à mon avis, je pense que un des premiers retours de la guerre en Ukraine, c'est effectivement de rappeler l'importance de fonctions qui ont été historiquement en France un peu délaissées, les munitions, les missiles, la défense sol-air, l'artillerie. Et en fait, c'est des choses dont on voit qui sont extrêmement pertinents sur le champ de bataille. Dans une optique de guerre de haute intensité avec une attrition importante des systèmes. Mais à mon avis, je pense qu'il ne faut pas forcément opposer des systèmes modernes à des formes d'innovation d'usage qu'on retrouve sur le terrain. Je pense ici à la capacité qu'ont eu les Ukrainiens, et c'est toujours le cas aujourd'hui, à utiliser des systèmes de drones qui sont des systèmes relativement peu coûteux, mais qui, avec une durée de vie sur le champ de bataille qui est extrêmement courte, ce sont des armes d'attrition, ils le savent, mais les Ukrainiens sont passés dans une logique où ils produisent 10 000 drones par mois. Le fait est qu'après, on met sur ces drones une charge explosive. Ça permet de rendre le champ de bataille relativement transparent, même si tout n'est pas révélé. Et je pense qu'en fait, un des enjeux vu de la France par rapport à ça, c'est qu'en fait, on aura toujours besoin de systèmes d'armes extrêmement coûteux, de systèmes d'armes qui seront quelque part à la pointe de la technologie, mais il faut aussi se préparer à des usages avec probablement d'autres industriels que les industriels très classiques qu'on connaît aujourd'hui, mais capables de produire, de faire de la masse pour pouvoir satisfaire des besoins qui seraient de nature système de drones, en fait une forme de marché du consommable en quelque sorte qui permettrait de compléter la masse dont on a besoin dans les armées. Très bien, je vous remercie à tous les deux, vraiment, et je vous prends la parole puisque maintenant nos contraintes sont devenues absolues. Merci encore et à bientôt. Ah, bon, allez-y. La question sera courte, du moins, les réponses, je ne sais pas. Bonjour, Nicolas Benalla, enseignant aussi, comme probablement pas mal de collègues. Vous avez parlé, messieurs, de nécessité tous de accroître nos budgets concernant les armements, rattraper un certain retard. Vous avez également parlé des difficultés de financement qu'on rencontre dans le pays. Il y a probablement d'autres difficultés également, et une de celles-ci, me semble-t-il, est aussi l'acceptation sociale de tout ceci. Est-ce que pour vous, notre société française, avec ses fragilités actuelles, est prête à ce que nos gouvernants ou nos parlementaires décident réellement de passer à ce que M. Macron appelle donc l'économie de guerre? Est-ce que d'après vous, nous sommes prêts tous dans notre société? Merci. C'est l'adhésion dont je parlais tout à l'heure. Vite, alors, tous les deux. C'est une bonne question. Moi, je pense que ici, il y a une question de conviction politique. L'industrie de défense est une industrie politique par définition, mais les choix de défense sont des choix politiques. On parle de déficit, de maîtrise de la dette, c'est des enjeux importants. Il y a aussi l'acceptabilité, mais ici, ça suppose qu'il y a un vrai investissement politique pour justifier, expliquer et convaincre. Hein. C'est le discours du sang et des larmes de Churchill, hein, très typiquement. Le problème, c'est qu'on a déconnecté en fait les questions de défense et le fait qu'on ait fait beaucoup d'opérations extérieures a donné le sentiment que les gens n'étaient pas impliqués, que c'était pas la défense du territoire national et de la population. Et donc, ça peut poser une certaine la fin du service militaire peut poser aussi problème parce que même si elle avait beaucoup de défauts, il exposait quand même les gens aux faits militaires. Et donc ici, renouer le dialogue avec les citoyens pour leur expliquer et justifier ce qui pourrait être fait, c'est un enjeu important. Bien. Juste en une phrase, globalement, quand on regarde les enquêtes d'opinion sur la défense, ça fait partie des institutions publiques qui ont une des meilleures images. Et donc ça, c'est à défaut d'avoir une adhésion totale, clairement, les armées ont plutôt une image positive.
Mais le fait est que globalement, un certain nombre d'acteurs dans la sphère de la société civile ne connaissent pas ce que font les armées, ne connaissent pas l'industrie de défense. Et donc, fut un temps, c'était quand même pratique, puisque ça permettait de rester dans une forme d'entre-soi. Aujourd'hui, la guerre en Ukraine vient rappeler que finalement, et c'est quelque chose qui revient régulièrement aussi dans le débat auprès du ministère des Armées, en fait, c'est aussi les forces morales qui est un enjeu majeur. Et je pense que globalement, il y a un effort de pédagogie à faire. D'où notamment ce genre d'événement. Et clairement, je pense qu'aujourd'hui, on arrive à une situation où, même si les armées ont plutôt une bonne image, est-on prêt à sacrifier l'éducation, la santé, la justice pour financer le secteur de la défense? Globalement, les enquêtes d'opinion montrent que finalement, même si la défense a plutôt une bonne image, le moment venu, on préférera en moyenne plutôt couper dans le budget des armées plutôt que de couper dans le budget de l'éducation, de la santé ou d'autres fonctions régaliennes. Donc, clairement, il y a encore un travail de conviction et pour montrer à quoi peut servir la défense dans un contexte où, pendant très longtemps, on a essayé d'éloigner en fait le débat public de ces préoccupations. Bien, merci encore et au plaisir de vous revoir. Et au plaisir. Bonne fin de journée. Au revoir.